cours d'électronique, on va parler des circuits RC et RL, donc les circuits linéaires du premier ordre. Et c'est à destination de toutes les filières scientifiques, hein. J'ai mis MPSI, MP2I, PCSI, PTSI, TSI. J'ai regardé les programmes, il y a des différences de découpage, des fois c'est soit en un, soit en deux chapitres, mais le fond de ce qui est raconté est le même. On va voir pourquoi ça s'appelle linéaire et pourquoi ça s'appelle premier ordre. Circuit, hein, c'est comme circuit électrique. Donc l'électricité circule, l'intensité du courant circule, les électrons circulent dans l'autre sens du coup. Linéaire, si vous avez fait un peu de maths, vous avez peut-être déjà entendu ce mot. Et premier ordre, c'est lié aux équations différentielles, on va voir ça. Donc déjà, je m'intéresse au schéma du circuit. Ici, on a deux dipôles mis en série. Donc on a vu dans le chapitre précédent ce que c'était qu'une mise en série, mise en parallèle ou dérivation. Là, ils sont en série, ça veut dire que le même courant circule à travers les deux dipôles. Il n'y a pas de branche qui part ailleurs. J'appelle UC la tension aux bornes du condensateur. Le condensateur, il a une capacité C. Et ça, c'est une résistance ou un résistor de résistance R. Je l'ai dit la dernière fois, on fait un abus de langage très souvent. Normalement, le composant, c'est un résistor et il a une certaine résistance en ohms, mais quasiment tout le monde appelle ça une résistance tout court. Et des fois, on appelle ça une capacité aussi. Bon, le plus souvent, on garde quand même le mot condensateur. Et là, vous allez me dire, mais il n'y a pas vraiment de... Le courant ne peut pas circuler parce que là, c'est ouvert. Donc ça, c'est une manière de représenter un circuit sans prendre en compte forcément la source, la cause de cette tension E. En fait, vous pouvez imaginer un générateur de tension ici. Donc il y a bien du courant qui circule, il y a bien des tensions, etc. Et nous, ce qu'on veut, c'est, j'ai mis en rouge, la réponse. On va voir ce que ça veut dire réponse. La réponse du circuit quand il subit un échelon de tension. On va parler de ça. Ça s'appelle la réponse indicielle, des fois. Un échelon de tension, c'est ça. Donc si je trace la tension en fonction du temps, d'abord elle est nulle, et puis d'un coup, elle prend une valeur non nulle, qu'on peut appeler grand E. Ça, c'est l'échelon de tension qu'on met en entrée. Vous voyez, petit e, c'est ce qu'il y a ici. Et là, je suis en train de tracer E de t. Salut H-Trumpf, bienvenue. Là, on fait de l'ELEC. Donc là, vous avez ici la définition mathématique de cet échelon. AT négatif, donc ici la partie gauche, vous avez une tension nulle, et AT positif, vous avez une tension grand E non nulle, positive ici, et constante. Voilà, ça c'est un échelon. Donc on envoie ça en entrée, et on aimerait bien savoir ce qui se passe en sortie. La sortie, c'est cette tension UC. Voilà à quoi ressemble. Voilà, donc là, spoil, hein, je ne fais aucun calcul, je vous donne tout de suite le résultat. Voilà à quoi ressemble la tension en sortie. Donc vous voyez que ça ressemble un petit peu à cet échelon. D'abord c'est nul et ensuite il y a une certaine valeur. Mais vous voyez que ça monte progressivement. Il y a ce qu'on appelle un régime transitoire. Et ensuite un régime permanent où la tension reste constante, quasiment constante. Donc d'abord ça augmente dans un régime transitoire et ensuite on atteint le régime permanent. On va essayer de prouver, de démontrer pourquoi on obtient cette courbe-là. Ici, quand vous voyez une boucle de courant, on l'a vu la dernière fois, la première chose à faire, c'est écrire la loi des mailles, donc une relation entre les tensions. Et le but, c'est de trouver cette équation différentielle-là. Donc là, je vais le faire à la main. Donc on a ce circuit à étudier. Et quand vous avez ça, ça doit presque être un réflexe. Vous devez utiliser la loi des mailles. Alors, je vais zoomer un peu. Donc là, je vais le faire à la main. Donc loi des mailles, je choisis un sens pour la boucle de tension. Ça, c'était la première méthode qu'on a vue. Et je regarde si les flèches des tensions vont dans le même sens. Là, je vois tout de suite qu'il va falloir que je décide de la flèche ici au niveau de R. Donc soit vers la gauche, soit vers la droite. Ici, si vous vous souvenez de ce qu'on a vu la dernière fois, on va utiliser des conventions récepteurs au niveau des deux récepteurs ici. Convention récepteur, ça veut dire que la tension et le courant vont dans des sens inverses. Donc ici, la tension va vers le haut, donc on va prendre le courant vers le bas. Donc le courant ici, il circule comme ça.
Comme ça, j'ai bien la convention récepteur ici. Les flèches sont bien dans des sens inverses. Et là, je fais pareil, convention récepteur. Donc, j'ai une flèche ici pour la tension. Hop, j'ai enlevé ce truc. Et je vais appeler cette tension U indice R. C'est la tension aux bornes de la résistance. Vous voyez, là aussi, on est en convention récepteur. Et là, je pourrais mettre un générateur de... Voilà, je pourrais mettre le générateur de tension ici. Là, par contre, on est bien en convention générateur. Donc, ça paraît logique. On met la convention générateur au niveau des générateurs et la convention récepteur au niveau des récepteurs. Comme je l'ai dit la dernière fois, vous pouvez faire l'inverse. C'est juste qu'il y aura des signes moins partout. Ça va me donner la même équation à la fin. Donc là, j'ai choisi ce sens-là. Donc je vois que j'ai plus E, moins UR, moins UC égale à 0. Plus E, parce que E, il est bien dans le même sens que la boucle. UR et UC, eux, ils ne sont pas dans le bon sens, donc il y a un signe moins. Donc je peux écrire ça aussi. Je vais écrire comme ça, UR plus UC égale à E. J'ai passé les deux tensions de l'autre côté du signe égal. Et vous vous souvenez, on peut aller un peu plus vite en disant qu'on va du point A au point B, soit en passant par E directement, soit en faisant UC plus UR. Donc E égale à UC plus UR. Voilà, c'est bien ce que j'ai écrit là. C'est pas ce que j'ai écrit là. J'ai mis 0. E là. Hop, je vais me remettre en bleu. Donc ça, c'est la loi d'Émaille. Vous voyez que les deux méthodes qu'on avait données fonctionnent. Y a-t-il une vidéo pour que je puisse revoir les notions de la première fois? Ouais, c'est tout sur... tout est sur... Vas-y, j'ai fermé. Tout est sur la chaîne Sciences Physiques. J'ai pas mis en ligne la toute dernière encore, mais tout est là. Donc il y a les révisions de maths, l'optique, l'élec, etc. Et même celle-là que je suis en train d'enregistrer, je la mettrai là-dessus d'ici quelques jours. Donc voilà la loi d'Émaille. Ça vient de la loi d'Émaille. Et moi, j'aimerais bien avoir une équation comme ça. C'est une équation différentielle, ça. C'est une équation avec la fonction et sa propre dérivée. Mais là, ça va, j'ai déjà eu des cours d'élec jadis. Ouais, oh, ça s'oublie pas, ça. Enfin, ça s'oublie, mais après, on revient vite, on reprend vite les notions. Donc, j'aimerais bien obtenir ça. Et vous voyez qu'il y a bien UC, mais UR a disparu. Donc là, c'est un peu mystérieux. On se demande pourquoi UR a disparu, pourquoi je me retrouve avec une dérivée ici. Pas de dérivée a priori là. Donc ce qu'on va faire, c'est regarder ce qui se passe à t positif. Donc déjà là, j'ai E qui vaut grand E. E a priori, c'était E de t. En fait, ici, ça va être une constante. Et bah, je vais appliquer les relations. Voilà, je remplace petit e par grand E. Je vais appliquer les relations courant-tension. Donc je sais que UR, c'est égal à RI. Et ici, la relation courant-tension aux bornes du condensateur, c'est I égale C DUC sur DT. Donc là, n'allez pas trop vite. Évitez d'écrire I égale C DU sur DT. Effectivement, c'est la formule du cours, mais il faut préciser quelle tension. Si vous écrivez juste I égale C DU sur DT, ça pourrait être UR, ça pourrait être E. Il faut bien mettre DUC. OK? Et là, on vérifie qu'on a bien la convention récepteur. Les flèches vont dans des sens inverses. Sinon, il faudrait mettre des signes moins là. OK? Ben là, je peux tout de suite combiner les deux et dire que... On peut mettre un et. UR, c'est égal à R fois I, donc R fois tout ça. Donc RC DUC sur DT. Et voilà, il y a une dérivée qui est bien apparue. Donc je remplace ça dans l'équation différentielle qui est là. Vous voyez, UR, c'est RC DUC sur DT, plus UC égale à E. Et on va mettre ça sous ce qu'on appelle la forme canonique. On veut qu'il y ait un facteur 1 devant la dérivée la plus élevée. Donc ici, la dérivée d'ordre 1. On ne veut pas qu'il y ait RC devant, on veut qu'il y ait juste 1. Donc on va tout diviser par RC. Et donc ça donne, on peut mettre c'est-à-dire, IE c'est idest, ça veut dire c'est-à-dire. Et là je divise ça par RC. Et je divise aussi le membre de droite par RC.
Et ça, c'est exactement l'équation différentielle qui est écrite là. Donc j'ai trouvé l'équation différentielle. Ça nous ramène au titre du chapitre, circuit linéaire du premier ordre. C'est une équation linéaire. Ça signifie que si je mets, donc à la définition mathématique, si vous avez une certaine... vous prenez deux solutions, donc je vais les appeler f et g. Donc supposons que df sur dt plus 1 sur rc fois f, vous voyez j'ai remplacé uc par f, soit égal à ceci. Si j'ai la même chose avec une fonction g, oups, j'ai mis f. Donc je suppose que j'ai trouvé deux solutions. L'équation est linéaire si et seulement si f plus... Alors, généralement, on utilise une lettre grecque, lambda g. J'essaie d'éviter les lettres grecques quand on peut, mais là, c'est quand même d'usage. Vérifie aussi l'équation. F plus lambda. Ça, c'est lambda, c'est le L grec. G égale à E sur RC. Donc ça veut dire que F est solution. G est solution. Et si j'ai deux fonctions solution, alors, vu que l'équation est linéaire, F plus lambda G est solution. Et si ça marche tout le temps, ça veut dire que l'équation est linéaire, c'est une équivalence. Salut Ludix. Bonjour, je passe juste follow et faire un coucou. Bienvenue. C'est l'avantage du live, hein, vous pouvez rester 2 secondes comme 2 heures. C'est ça qui est sympa. Et de toute façon, il y a les rediffs. Donc, je pourrais enregistrer ça sans faire le live et juste mettre sur YouTube, mais je mets ça en live parce que c'est cool d'avoir des petits passages comme ça, des petits messages. Donc ça veut dire que l'équation est linéaire, c'est ça linéaire. Vous faites une combinaison linéaire ici des solutions, ça reste une solution. Voilà. Donc ça, c'était pour l'adjectif linéaire ici dans le titre. Et premier ordre, ça veut dire que l'équation différentielle ici est du premier ordre. Qu'est-ce qu'une équation du premier ordre? C'est une équation avec une dérivée première, mais pas de dérivée d'ordre supérieur. Des fois, vous avez des dérivées secondes. On verra ça plus tard. Hein. On aurait pu avoir une dérivée seconde de la tension par rapport au temps. Ça, c'est ce qu'on appelle une dérivée seconde. C'est la dérivée de la dérivée. Dans ce cas-là, on aurait une équation d'ordre 2. Là, on a juste une dérivée première, donc c'est une équation d'ordre 1. Du premier ordre. Premier ordre, ordre 1, c'est pareil. Voilà pour la justification du titre. Ok. Et alors j'aime bien donner des petits contre-exemples quand on donne des définitions. Une équation qui n'est pas linéaire, typiquement c'est une équation avec une puissance, donc un carré. Donc si vous avez du sur dt plus u carré égale à 0, là c'est fini, c'est pas linéaire, à cause du carré. Mais généralement, en premier cycle, en prépa, on ne rencontre pas trop ce genre d'équation-là. Nos équations sont linéaires. Du coup, il y a une solution exponentielle, si je ne m'abuse. Oups, je spoil. Ah non, tu peux spoiler, il n'y a pas de souci. Oui, on va donner la solution juste après de ça. C'est effectivement, ça fait intervenir l'exponentielle. Et d'ailleurs, des fois, la définition de l'exponentielle, c'est justement la fonction qui est solution de ce genre d'équadif. Il y a plein de manières de définir l'exponentielle. Donc voilà, les linéaires d'ordre 1, cette équation. Donc l'équation du circuit est linéaire d'ordre 1. Donc on dit que le circuit est linéaire d'ordre 1. Du premier ordre d'ordre 1, c'est pareil. Et voilà, effectivement, tu n'as pas spoilé de beaucoup, ça arrive juste là. La solution, c'est une fonction là qui a l'air un peu compliquée, mais en fait, vous allez voir, vous allez la rencontrer assez souvent, donc vous allez vous y habituer. Ça fait intervenir la fonction exponentielle. Vous voyez qu'il y a bien la variable t ici. Il y a grand E qui est une des données de l'énoncé, c'est la tension de départ, la tension en entrée. Et il y a cette lettre là, c'est tau, c'est le t grec.
Et on a défini cette grandeur comme étant égale à RC. Et ici, c'est la constante de temps du circuit. Vous voyez, on divise un temps par un temps. À l'intérieur de l'exponentielle, il faut que la grandeur soit sans dimension. Donc si vous avez t sur quelque chose, un temps sur quelque chose, le quelque chose en dessous au dénominateur, c'est forcément une durée aussi. Comme ça simplifie et c'est bien sans dimension. Et le résultat aussi est sans dimension. Donc je peux faire 1 moins quelque chose. Sans dimension, ça veut dire que c'est juste un nombre. Par exemple, 1, c'est sans dimension. 1 mètre, ça a une dimension de longueur. Les legs, ça fait un moment, mais les maths, j'en fais toujours. Ok, ouais, bon, ça c'est... Si tu fais des maths, ça, tu connais bien, j'imagine. Donc, comment j'ai obtenu ça? Eh ben, si vous avez fait des maths ou si vous avez suivi les vidéos de révision il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, vous vous souvenez qu'on utilise la solution particulière et la solution générale. Donc ça, là, je vais passer un peu vite. Si vous voulez plus de détails là-dessus, vous allez voir les vidéos de révision de mathématiques. Donc une solution particulière, c'est une solution ici particulière avec second membre. Donc je veux juste une fonction qui fonctionne, qui vérifie l'équation n'importe laquelle. Et très souvent, dans les équations linéaires, vous prenez une constante. Comme ça simplifie facilement beaucoup les calculs. Donc si je mets u constant, ici, la dérivée d'une fonction constante, ça fait 0. Donc il reste juste 1 sur RCU égale 1 sur RCE. Donc la constante, c'est grand E. Mais si je mets grand E là-dedans, ça marche bien. Donc ça, c'est bien une solution. On appelle ça une solution particulière. À ça, vous ajoutez la solution générale sans second membre. C'est cette exponentielle-là. Donc vous vérifiez, soit vous allez voir les révisions de maths que j'ai faites, soit vous vérifiez, vous injectez là-dedans. Vous savez dériver une exponentielle, normalement. Pareil, vous allez voir les révisions si besoin. Et vous vérifiez que ça, c'est bien solution de l'équation générale. Donc générale, ça veut dire que c'est bien une solution générale. Générale, ça veut dire que cette fois-ci, je veux toute la série de solutions. Je veux toutes les solutions si possible. Je ne veux pas juste une solution particulière, je veux vraiment un ensemble de solutions. Et pourquoi est-ce qu'ici il y a un ensemble de solutions? Parce qu'il y a une constante grand A qui peut prendre n'importe quelle valeur réelle. Et donc 1 fois exponentielle ou 12 fois exponentielle ou moins 4 fois exponentielle, tout ça, ça va marcher. Donc j'ai une infinité de solutions parce qu'il y a une infinité de valeurs de A qui fonctionnent. J'ajoute les deux et ça me donne la solution générale. Alors là, vous allez me dire, mais c'est pas exactement ce qu'on a écrit là. Et oui, parce que j'ai pas parlé de ça. Ici, on vous a donné un indice, on vous a donné plus qu'un indice, on vous a donné une condition initiale, la valeur de la fonction en 0. On vous dit que quand t est égal à 0, UC c'est une fonction de t, vous le voyez ici, on dérive par rapport à t, et vous le voyez ici dans la solution, UC dépend de t. Si je remplace t par 0, on me dit que ça vaut 0. Ça, c'est l'énoncé qui vous le dit, souvent. Après, vous apprendrez à le faire de manière à partir de certaines hypothèses. Mais voilà, on appelle ça une condition initiale et ça permet de déterminer la valeur de A ou l'expression de A. Ici, la condition initiale, c'est ce que je vous disais, ça vient de certaines hypothèses, ça vient de la continuité de la tension aux bornes du condensateur. Si j'ai mis ça en rouge, c'est pas pour rien. La tension est continue aux bornes du condensateur, quoi qu'il arrive. Quand vous avez un condensateur dans un circuit, vous savez que vous ne pouvez pas avoir ce genre de choses-là, une discontinuité. Donc ça fonctionne aux bornes ici du générateur, mais jamais vous ne verrez ça aux bornes du condensateur. Donc quand vous prenez la tension ici UC en sortie, aux bornes du condensateur, vous savez que vous n'aurez jamais de discontinuité, ce sera toujours continu. Donc peut-être que ça va aller très vite sur cette valeur-là, mais en passant par un régime transitoire continu. Vous voyez là, la fonction, elle n'a jamais de discontinuité, elle ne saute pas d'une valeur à une autre brutalement. C'est ça la continuité. Donc ça, c'est un truc à connaître, à retenir. La tension est continue aux bornes du condensateur. Alors, il y a deux manières de le justifier. On peut dire que ça vient de la continuité de l'énergie. Et on a vu dans le chapitre précédent que l'énergie, c'était 1 demi de CU carré. L'énergie, on l'a vu aussi, ça peut se dériver pour donner la puissance. La dérivée de l'énergie, c'est la puissance. Ça, je peux l'écrire.
la dérivée de l'énergie. Généralement, on met un E en cursif, comme ça. C'est la puissance. Et si une fonction est dérivable, c'est qu'elle est continue. Donc l'énergie, c'est une fonction continue. Et si ça vaut 1/2 de CU carré, UC carré, C c'est une constante, donc ça veut dire que UC est continu. Salut Talos, bonsoir tout le monde, bon j'arrive un peu en retard, dommage. Ouais, désolé, j'ai jamais d'heure précise. Là c'était quand j'ai fini de manger. La suite du cours de la dernière fois, ça se suit, oui, après on a démarré un nouveau chapitre ici. Mais oui, on a déjà utilisé des choses, on a vu la dernière fois, la loi des mailles, les relations, c'est ici, là, les relations tension, courant aux bornes du condensateur. Donc, ouais, ça se suit. Voilà. Et l'autre manière, justement, la relation tension-courant aux bornes du condensateur, I égale C DUC sur DT. Même chose, là, vous voyez qu'on dérive UC. Donc, la fonction UC, elle est dérivable. Donc, elle est continue. Et je vous le donne tout de suite, aux bornes de la bobine, UL égale L DI sur DT. Cette fois-ci, c'est la fonction I, le courant qui est dérivable, donc continu. On verra ça après. Petit spoil. Petite projection. Ok, donc je vais utiliser cette condition initiale qui vient donc de la continuité, ce qui est en rouge, la continuité de la tension au bord du condensateur. Donc là, alors là, je l'ai rédigé un peu sur une ligne. Moi, ce que j'aime bien faire pour montrer vraiment la logique du raisonnement, c'est mettre ça sur 2 lignes. Tac, on va agrandir ça. Voilà. Donc ça, c'est UC de T. Si je remplace T par 0, ça fait E plus A exponentielle de 0 divisé par taux, ça fait 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Voilà, la fonction exponentielle, elle fait quelque chose comme ça. Et en 0, elle passe par 1. Voilà, exponentielle en fonction de t. Donc ça fait E plus A fois 1, donc E plus A. Okay. Et voilà la bonne manière de rédiger. Vous mettez une accolade et vous dites, d'un autre côté, ça vaut 0, d'après la continuité. Continuité de UC. Vous voyez, on part d'une certaine grandeur et puis on part dans 2 directions différentes. Et les 2 directions qu'on a trouvées, les 2 résultats qu'on a trouvés, ils sont égaux. Donc je sais que E plus A, c'est égal à UC de 0. Et UC de 0, je sais que ça vaut 0. Donc E plus A vaut 0. Voilà. Donc là, c'est un petit conseil de rédaction, c'est très important. Déjà parce que ça évite de vous embrouiller dans les causes et les conséquences. Ça évite d'agacer le correcteur qui soit perd votre raisonnement, soit se demande si vous avez bien compris. Et vous, ça vous structure, ça vous aide à vraiment mettre les choses de manière carrée et rigoureuse. Ça, c'est super important. Donc, ce qu'il ne faut pas écrire, c'est quelque chose comme ça. UC de 0 égale à E plus A égale à 0. Là, on a l'impression que vous dites que je connais d'abord cette identité, puis cette identité-là. Or, c'est pas ça. Ça, c'est la conclusion, ça. Donc, d'abord, je connais UC de 0 égale E plus A. Ensuite, UC de 0 égale à 0. C'est celle-là que vous connaissez. Vous voyez, ça va pas. Si vous mettez ça sur une seule ligne, c'est une catastrophe au niveau du raisonnement logique. Vous allez me dire, mais c'est juste, ce que j'ai écrit, c'est juste. Mais c'est pas parce que c'est juste que c'est bien expliqué. Il faut expliquer au correcteur que vous avez bien compris. Et même quand vous révisez vous, il faut vous expliquer à vous-même les choses. Ou alors vous expliquer à votre camarade. Mais il faut faire ça dans l'ordre. Donc ça, j'insiste là-dessus. Ça a l'air de vous dites là, je passe du temps sur un détail. C'est vraiment pas un détail. La qualité du raisonnement et le sens que vous mettez, l'ordre que vous mettez entre les causes et les conséquences. Donc là, je me permets d'insister là-dessus. Et donc si E plus A vaut 0, A vaut moins E, je peux le remplacer là-dedans. Et donc j'ai E plus moins E fois l'exponentielle.
Donc E en facteur de 1 moins l'exponentielle. Et ça, c'est exactement ce qu'on avait donné ici comme solution. Des fois, se parler à haute voix, ça aide aussi. Ouais, moi, quand je prends un PDF, un article que j'ai envie de retenir, je révise plein de fois dessus et je me parle à haute voix et je fais le prof, entre guillemets. Donc, je fais comme si j'expliquais à quelqu'un. Je m'explique le truc à moi-même. C'est vraiment la méthode la plus efficace que j'ai trouvée et que il n'y a pas que moi qui fait ça, hein, c'est vraiment c'est universellement reconnu. Il y a deux trucs souvent, c'est ne pas juste lire ses notes, essayer plutôt de faire des fiches de questions et de répondre aux questions, et ça, le fait d'expliquer. Ok, et si je trace cette fonction-là, 1 moins exponentielle de moins t sur tout, alors je peux vous faire un petit peu le déroulé. Bah, l'exponentielle, on l'a déjà tracé ici. Sauf que là, c'est pas exponentielle, c'est exponentielle de moins t. Vous savez quoi, j'ai préparé un Gnuplot, on va faire ça proprement. Hop. Donc je vais tracer, je vais l'appeler h de x égale exponentielle de x. Ok. Plot h de x. Voilà, donc ça c'est l'exponentielle. Fonction exponentielle, très bien. Maintenant, je fais exponentielle de moins x. Vous voyez, il y a une symétrie par rapport à un axe vertical. J'ai changé t en moins t. Donc vous voyez le miroir devant la caméra. J'ai t qui devient moins t, comme ça. Et donc il y a une symétrie par rapport à cet axe-là de la courbe. Et moi, ce que je veux, c'est, ça il faut apprendre à le faire, hein, c'est moins exponentielle de moins t. Je vais supposer que grand E est positif. Donc, je continue à modifier. En fait, c'est moins exponentielle de moins x, l'allure qui m'intéresse. Et là, cette fois-ci, vous voyez, il y a une symétrie par rapport à un axe horizontal. On va transformer y en moins y, avec ce signe moins. Donc voilà ce que c'est que la fonction qui correspond à la charge d'un condensateur. Donc avec l'habitude, vous verrez, vous allez tomber là-dessus, et là, vous allez vous dire, même si c'est autre chose qu'un circuit RC, vous allez vous dire instantanément, ça c'est la charge d'un condensateur. Ça arrive, cette fonction, vous allez la retrouver plein de fois en physique. Il y a plein de modèles physiques qui se décrivent avec cette équation différentielle. Donc ça, c'est un peu la magie du lien entre physique et mathématiques. Vous avez des fois la même structure mathématique qui décrit des phénomènes physiques des fois très différents. Donc ça, cette équadif, si vous faites de la science, vous allez la rencontrer un grand nombre de fois. Et mathématiquement, vous allez tomber sur la même solution. Et là, vous allez vous dire, je sais tracer ça. Je l'ai vu le premier mois de ma prépa, c'était la charge du condensateur. Et voilà, vous tracez ça comme ça. C'est ce qui est tracé ici en rouge. Donc ça, c'est typiquement la charge d'un condensateur. En tout cas, c'est intéressant. Mon cursus a été que en bac pro clim, puis direct travail, mais toujours intéressé par les maths et la physique. J'ai pas eu le prof qu'il me fallait. J'en ai eu des bons, mais je n'ai pas bien compris son raisonnement. Ouais, après, ce qui est cool aujourd'hui, c'est que bah, ouais, comme tu le fais là, tu peux pas forcément te former, mais tu peux faire des maths comme ça sur le côté assez facilement avec YouTube. Ouais, il y a eu des périodes où ouais, j'ai un peu, pas arrêté de faire des maths, mais je faisais beaucoup plus de physique, par exemple. Et puis au bout d'un moment, je me suis remis à faire des maths, notamment grâce à YouTube, des vidéos YouTube, qui m'ont amené après vers des articles, etc. Donc ouais, on a de la chance d'avoir ça et j'essaye justement de jouer un peu ce jeu-là. Donc ça, c'est la charge d'un condensateur. Je ne vais pas tout détailler. Là, c'est un exercice, ça peut se faire en exercice de TD assez facilement. La constante de temps tau qui vaut RC qu'on a donné là, qui apparaît dans la solution et qui apparaît déjà dans l'équation, vous la voyez graphiquement ici en prenant la tangente initiale, donc la pente initiale, la tangente à la fonction ici. Initiale, ça veut dire à t égale 0. Donc vous démarrez ici la courbe rouge, mais en fait vous continuez tout droit. C'est ça la tangente. C'est la droite qui est collée, qui colle au mieux à la courbe en ce point.
Et vous prolongez cette tangente jusqu'à ce point, jusqu'à la valeur y égale e. Et l'abscisse que vous trouvez, là je reprojette sur l'axe T, l'axe des abscisses, ça vous donne exactement tau. Voilà. Donc ça, c'est un petit exercice que vous pouvez faire. Vous calculez l'équation de cette pente-là, de cette droite. Pour ça, il vous faut la dérivée de la fonction. Donc vous prenez la fonction, la solution. Ça, c'est ce qui est représenté par le graphe en rouge. Donc ce qui est encadré, là, vous le dérivez. Vous savez dériver par rapport au temps. Vous prenez la valeur en 0. Ça vous donne la pente initiale. Et ici, vous savez que ça passe par 0. Donc vous avez y égale ax plus b, mais avec b égale 0. Donc y égale ax, ou a fois t plutôt. Et a, c'est la pente. Et vous regardez l'intersection ici, et ça vous donne tau. Voilà, c'est un petit calcul à faire, c'est sympa. Et c'est très classique, c'est souvent demandé. Aujourd'hui, il y avait de bons profs sur Internet. J'avais pas Internet quand j'ai fini mes études fin des années 90. Ouais, après, il y avait sûrement des choses très bien dans les années 90. Moi, j'ai grandi dans les années 90, donc c'était l'âge d'or de plein de trucs aussi. C'était l'âge d'or du jeu vidéo, de plein de trucs. Voilà, chaque époque a ses avantages et ses inconvénients. Ah oui, c'est pour ça que je suis là, j'arrive à comprendre et ma maturité est meilleure. Moi, des fois, il faut revenir quelques années après pour. Donc là, vous voyez le régime transitoire et après, au bout d'un certain temps, le régime permanent. Donc là, on prend un critère qui est un peu arbitraire. On peut prendre 5 taux ou 3 taux. Ici, ce que j'ai fait, c'est prendre un critère plutôt sur la tension UC. Et je me demande à quel moment on est à 99% de charge. Donc vous branchez votre téléphone sur le secteur, sur votre petit transfo là, et vous attendez que ce soit à 99%. Et bien ça vous donne T1. Et il se trouve que le calcul à partir de cette fonction vous donne un temps T1 qui vaut 4,6 taux. Si vous mettez cette ordonnée là, ça vous donne cette abscisse. Pareil, c'est un petit exercice classique que vous pouvez faire. Oui, ça a été mon âge d'or du gaming. Ouais. Ah bah les années 90, on a eu de la chance d'avoir eu ça. Ok. C'est là où les jeux vidéo ont changé. D'une année sur l'autre, la technologie, elle a évolué énormément. Ok, on a bientôt fini avec le circuit RC. Après, on passera au circuit RL, mais je ferai une autre vidéo. Ça, c'est un peu l'inverse de l'échelon. C'est le régime libre. On appelle ça un régime libre. Donc, on a une tension initiale et on coupe. Et d'un coup, on est à 0. Donc, c'est le même circuit. C'est juste qu'en entrée, je ne mets pas la même chose. Au lieu de mettre un échelon comme ça, 0 puis E, je fais l'inverse. Je mets E puis 0. Et donc, on laisse le circuit sans tension. Vous voyez, la tension, elle est nulle. On le laisse évoluer librement. Donc, on appelle ça le régime libre. Donc, attention, ça n'a pas grand-chose à voir avec régime transitoire, régime permanent. Ça, ce sont deux zones temporelles. Ce sont deux intervalles ici de temps. Là, c'est plutôt lié à ce qu'on met en entrée dans le circuit. Et donc, si c'est le même circuit, ben, tout ce que j'ai fait, j'ai pas besoin de le refaire là. J'ai fait tout à l'heure, avec la loi des mailles, etc. C'est le même circuit. Donc tout ça, c'est toujours valide. Il y a juste à faire attention ici, petit e, il ne faut pas le remplacer par grand E. À t positif, il faudra le remplacer par 0. Mais toute la partie gauche de l'équation reste la même. Donc si je peux dérouler, je vais avoir la même chose ici. Je vais aboutir aussi à du sur dt plus 1 sur rc uc égale à quelque chose. Et ce quelque chose, cette fois-ci, c'est pas grand E sur rc, c'est 0 sur rc, donc 0. Donc pas besoin de refaire tout le raisonnement. Ok. Là, on va se demander, un peu comme ce qu'on avait fait ici, on va se demander quelle est la condition initiale. Je n'ai pas trop détaillé tout à l'heure, je suis passé assez vite. Là, on va rentrer un peu plus dans les détails. Dans le détail, vu qu'on a déjà fait la loi des mailles, tout ça, ça nous laisse un peu l'esprit tranquille pour faire des trucs, pour passer plus de temps sur autre chose. Et là, j'aimerais bien détailler cette histoire de condition initiale. Donc là, c'est la partie la plus technique de ce genre de cours. Généralement, ce que je dis souvent, c'est les élèves qui ont vraiment des difficultés avec ce cours.
je leur dis de ne pas passer trop de temps là-dessus. C'est un peu du bonus, ça. Mais bon, si vous êtes à l'aise et que vous voulez passer des concours exigeants, ce genre de truc, par contre, il faut savoir faire. Donc voilà le raisonnement. On commence à s'intéresser à ce qui se passe à t négatif. Et on va faire une hypothèse. Vous voyez ici, on suppose que le régime permanent est établi depuis longtemps. Ou qu'on est curieux. Ouais. Donc là, on suppose que, ok, il s'est peut-être passé des choses à t négatif là, mais c'était il y a suffisamment longtemps, et on attend suffisamment longtemps pour que ça redevienne tout plat, un peu comme ici. Là. Donc ici, j'ai mis un régime libre. Peut-être qu'avant, il y avait un échelon. Peut-être qu'on était à 0, puis on est passé à E. Du coup, il s'est passé des choses là, mais j'attends suffisamment longtemps pour qu'on soit dans le régime permanent. Et donc, qui dit régime permanent dit fonction constante. Justement, on attend que ça arrête d'osciller, que ça arrête de se charger, de se décharger. Tout est constant, à t négatif. Ça, c'est pratique, des fonctions constantes, parce que, regardez notre équation sur le circuit, il y a une dérivée dedans. On peut même remonter un petit peu, je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'on a fait il y a un quart d'heure, si c'est encore frais, mais on avait obtenu cette dérivée à partir de la relation ici, tension-courant. Donc si la tension UC est constante, la dérivée est nulle, et donc le courant est nul. Voilà, ça c'est un raisonnement très classique qu'on fait pour trouver les conditions initiales. C'est ce que j'ai écrit ici. La tension UC est constante, donc la dérivée est nulle, donc le courant est nul. Ça c'est vrai à t négatif. Attention, on n'est pas à t positif, on est à t négatif. La loi d'Émaille, elle est toujours valable, que ce soit t négatif ou positif. Sauf qu'ici, je viens de montrer que I est égal à 0. Donc le terme RI, ça vaut 0. Et donc E est égal à UC. Et là, il faut faire attention, on est à t négatif. Donc je regarde bien le graphe que j'ai mis en entrée. À t négatif, petit e, il ne vaut pas 0, il vaut grand E. Donc là, tout ça, tout ça, tout ce que je viens de surligner, c'est à t négatif. Donc, I vaut 0, petit e vaut grand E, donc UC vaut grand E. Ok. Donc ça ressemble un peu à la condition qu'on avait là, la condition initiale. Sauf qu'on a un petit souci, c'est que moi, ce que je veux, c'est savoir ce qui se passe au tout début, au démarrage là. Je veux pas savoir ce qui se passe à t négatif, je veux passer juste après la limite, juste après l'échelon, ou juste après le créneau ici du régime libre. Donc je veux un moyen de passer des temps négatifs aux temps positifs. Donc je veux savoir si il me faudrait une fonction qui fasse le lien entre les deux. Par exemple, une fonction qui serait continue. Si la fonction est continue, eh ben je sais que la valeur juste avant et la valeur juste après sont les mêmes. Alors que si la fonction est discontinue comme ici, ben j'en sais rien, ça peut descendre très bas. S'il y a une discontinuité, je peux avoir tout et n'importe quoi. Mais si j'ai une fonction continue, je vais pouvoir faire le lien entre t négatif et t positif. Et ça, on en a déjà parlé. On a dit que, ici, la tension aux bornes du condensateur est continue. Donc on va utiliser ça. Donc là, il faut mettre tout bout à bout. Vous voyez là, le raisonnement, c'est plein de petits trucs simples, mais il y en a beaucoup, donc c'est un peu fastidieux à faire. Donc il faut s'accrocher un petit peu. Donc je vais appeler 0- l'instant juste avant t égale 0. Donc là, on est à t négatif, mais juste avant le basculement. Et 0+ l'instant juste après. Donc je viens de montrer des choses sur t négatif. Je viens de montrer que UC est égal à E. Donc ça, en fait, c'est vrai à t négatif, donc c'est vrai en 0-, pas forcément en 0+. Donc j'ai UC de 0- qui vaut E. Mais je sais que cette tension, elle est continue. Donc je sais que la valeur en 0- est égale à la valeur en 0+. Donc si je veux la valeur en 0+, j'ai juste à écrire que UC de 0+ est égal à UC de 0-. C'est ça la continuité. Et UC de 0-, on a trouvé que c'était égal à E. Et là, c'est bon, j'ai la condition initiale, UC de 0+ est égal à E. Et donc, je vais pouvoir résoudre, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, trouver la constante A, et résoudre, et vous trouvez une exponentielle décroissante comme ça. C'est ce qu'on avait tracé tout à l'heure. Exponentielle de moins t sur tau, ça ressemble à ça. Et ça, c'est pas une charge, c'est une décharge de condensateur.
Et même chose, la pente à l'origine vous donne la constante de temps, tau. Juste avant de passer au circuit RL, de toute façon ce sera une autre vidéo, je vais couper en deux, un petit bilan de puissance. Le bilan de puissance, c'est toujours pareil, vous partez de la loi des mailles, donc une équation sur des tensions, et, je vais l'écrire, la puissance, en watts, la puissance électrique, c'est la tension fois le courant. La tension en volts et le courant en ampères. Et des fois, vous verrez des volts-ampères. On a une puissance en volts-ampères. En physique, on utilise plutôt les watts ou les kilowatts, mais des fois, vous verrez sur des appareils des volts-ampères. C'est pareil, un volt-ampère, c'est un watt. Électriquement, la puissance, c'est U fois I. Et en mécanique, je vous le donne parce que c'est vraiment important, c'est la force fois la vitesse. Salut As de pique, juste un petit coucou, je ne peux pas rester pour te remercier de ce que tu fais, c'est vraiment passionnant et bien expliqué. Merci, merci d'être passé. Quand on comprend bien les notions mathématiques utilisées, ça va tout seul en fait. Ouais, c'est avoir des bonnes bases en maths, ça aide énormément quand la physique devient un peu mathématique comme ça. Puissance réactive, ouais, on verra ça. Je sais pas si c'est en sup ou en spé. Je crois que c'est plus en spé en deuxième année. On verra qu'on peut, on peut s'intéresser à différents. Il y a plusieurs définitions de la puissance quand les signaux ne sont pas constants. Là, on prend des signaux constants pour l'instant. Donc, faites juste le produit. Il y a la puissance instantanée, la puissance moyenne, etc. OK. Alors, pourquoi j'écris ça? Parce que quand j'ai une loi des mailles, par exemple, ce qu'on a vu là, E égale UC plus UR, bah là, j'ai une équation sur des tensions en volts, et j'aimerais bien une équation sur des puissances en watts. Et bien, tout ce que j'ai à faire, c'est regarder ça, c'est prendre les tensions et multiplier par I. Donc, je vais faire E fois I égale UC fois I plus UR fois I. Et ça tombe bien, ici, on a un circuit, on a une seule boucle, donc c'est bien le même courant partout. Donc ça nous donne des choses assez faciles à interpréter. Donc ça, à chaque fois, c'est la puissance. Et je vous remets le circuit. Les conventions sont importantes. Si vous êtes en convention générateur, la puissance E fois I que vous calculez, générateur, hein, ça veut dire que, convention générateur, ça veut dire que les deux flèches vont dans le même sens. Si vous êtes en convention générateur, la puissance, le produit E fois I, c'est la puissance fournie par le générateur, fournie par le dipôle. Et si vous êtes ici en convention récepteur, c'est la puissance reçue. Voilà, c'est assez bien fait. Les générateurs génèrent de la puissance, les récepteurs reçoivent de la puissance si vous prenez les bonnes conventions. Et donc, cette loi des mailles, je vais la multiplier par I. Et donc là, j'ai sauté 2-3 étapes, je vais le faire à la main. Donc ça, c'est la puissance générée par le générateur. Et ici, si vous avez regardé le cours précédent, vous savez que I, si je le remplace par CDU sur dt, CDUC sur dt, là, je fais apparaître une fonction fois sa propre dérivée. Et de l'autre côté, UR, c'est RI fois I. Donc j'ai EI. Et une fonction fois sa propre dérivée, là, c'est la dérivée du carré divisé par 2. Voilà, si vous avez f carré, ça se dérive en 2f, f'. Donc f carré sur 2, ça se dérive en f, f'. Donc à l'inverse, si vous avez f, f', si vous remontez, ça s'intègre ça se primitive en f carré sur 2. Donc uc carré sur 2. La constante, elle est ici, je peux la sortir ou la rentrer. Ça fait, alors il manque l'autre terme. Et ça, vous connaissez peut-être, c'est RI carré, c'est l'effet Joule. C'est la puissance perdue par effet Joule dans la résistance. On nous a peut-être déjà balancé la formule, ben là on vient de la démontrer. Je vais écrire comme ça. Et donc c'est la dérivée par rapport à t de 1/2 de cu carré.
plus RI carré. Hop. Et ça, qu'est-ce que c'est? Si vous avez vu la vidéo précédente, c'est l'énergie stockée dans le condensateur. Je l'ai appelé E condensateur ici, E indice condensateur. Donc vous voyez que la puissance générée, il y en a une partie qui va dans le condensateur et une partie qui va dans la résistance. Donc ce que je récupère à la fin, la puissance dans le condensateur, c'est ce qui est donné en entrée, mais je dois enlever la puissance qui a été perdue au passage dans la résistance. C'est la puissance dissipée par effet Joule. La résistance et même les fils chauffent et donc ils dégagent de l'énergie. En dehors du circuit, c'est l'énergie qui est perdue. C'est plus de l'énergie électrique, ça devient de l'énergie thermique. Ça, c'est l'effet Joule. Voilà, la prochaine fois, on parlera dans la prochaine vidéo, que je vais peut-être tourner maintenant sur le live. On va faire le circuit RL. Donc j'arrête la vidéo YouTube là. Si vous voulez récupérer le PDF et aussi des TD, vous pouvez vous inscrire à la liste mail et comme ça vous recevrez aussi une mini formation gratuite en 3 mails avec plein de conseils pour travailler beaucoup plus efficacement et beaucoup plus rapidement. Voilà, c'est le premier lien en description.